Bien, bonjour à tous. On va poursuivre le cours sur le chapitre notamment sur l'extension de l'État au cours des 2 derniers siècles et nous allons voir une dernière gamme d'arguments avec les arguments proposés par le Public Choice. Le Public Choice, c'est une école de pensée américaine, encore appelée l'école de Virginie, et parce que l'université est dans l'État du Virginie. Et donc ce sont une série d'auteurs qui ont décidé de finalement de dire qu'à côté des défaillances de marché, les market failures, eh bien, il y a l'État donc qui doit corriger ces défaillances de marché, mais à côté de ces défaillances de marché, on ne peut pas comparer les défaillances de marché avec un État qui serait parfait. Il faut au contraire comparer les défaillances de marché, les market failures, avec les government failures, c'est-à-dire les échecs de gouvernement. Et de deux mots, choisir le moindre. C'est trop facile, disent-ils, de comparer une situation imparfaite, hein, les situations de limite de marché, avec un État qui serait lui-même parfait. Mais non, 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 en réalité, l'État est également imparfait, et donc il n'est pas du tout certain qu'il puisse corriger correctement ces défaillances de marché. Et donc les travaux du Public Choice vont donc de donner une série d'explications de la croissance du phénomène étatique. Et donc le chef de file, c'est James Buchanan. Je vous demande de retenir son nom, le prix Nobel en 86. Et puis il y en a eu d'autres, Gordon Tullock, son compère, Alan Peacock. Alors lui, on l'a déjà rencontré puisque c'est lui, Peacock et Wiseman, la thèse selon laquelle la guerre était un accélérateur de la dépense publique. Niskanen, Moncure Olson également, qui a fait quand même des travaux qui font référence dans le domaine de l'action collective. Donc voilà, je vous demande de retenir le chef de file, James Buchanan, le prix Nobel en 86 de cette école. Et leur conclusion, c'est que les démocraties occidentales ont une technologie politique archaïque dont la logique est de faire que l'État moderne ne peut que croître sans pour autant favoriser l'intérêt général. Il y aurait une sorte de biais technologique, un biais technologique politique dans nos démocraties. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc quels sont les principaux mécanismes qui font que le jeu de l'État dans les démocraties modernes, les démocraties libérales, peuvent participer à l'extension de l'État. Il y en a trois. Alors il y en a plus, là je fais vraiment un résumé. D'une part, il y a la pratique du log rolling. D'autre part, le coût de l'information et le coût de la mobilisation. Alors c'est une petite parenthèse, on voit ici qu'on a une histoire de coût. Alors souvent on a reproché aux auteurs de l'école de Virginie de dire oui finalement ils disent que euh, c'est un peu comme si les hommes politiques étaient des chefs d'entreprise où chaque individu était un chef d'entreprise qui passe son temps à calculer entre les recettes qu'il tire d'une activité politique ou économique d'ailleurs, et on compare cette recette, ces gains, avec les coûts. Effectivement, oui, on peut dire qu'ils ont transposé dans le domaine de la politique euh, le raisonnement qu'on trouve en microéconomie standard d'un entrepreneur qui cherche à maximiser son profit. Eh bien, les hommes politiques, ils cherchent à maximiser non pas le profit, mais les voies électorales. Et donc, ils mettent en place des stratégies comme un chef d'entreprise met des stratégies pour obtenir le maximum de profit dans son entreprise. Eh bien, les hommes politiques mettent des stratégies en place pour obtenir le maximum de voix. Bon. Donc je ferme cette parenthèse, et donc là on va commencer par voir le log rolling. Ceux qui ont regardé les slides n'ont peut-être pas bien compris comment ça se passait. C'est l'objet du grand B ici. Alors comment se lit ce tableau? Donc là ici, donc c'est une source, la source elle vient du bouquin de Yves Crozet, l'analyse économique de l'État. Et donc c'est un petit tableau très très simple. On imagine qu'il y a trois individus, X, Y et Z, ça ce sont des votants, ce sont des députés si vous voulez qui vont voter au Parlement, et il y a des projets de finances ou des projets ou des projets de loi ou des propositions de loi. On sait qu'un projet de loi vient du gouvernement, en tout cas de l'exécutif, et une proposition de loi vient de l'Assemblée. Donc soit un projet de loi ou une proposition de loi, là il y en a deux, A et B, qui sont deux services collectifs envisagés. Et les chiffres qui apparaissent correspondent à la satisfaction que retire chaque votant du projet collectif. Alors par exemple, ça se lit pour l'individu X, si le projet A est voté,
manifestement, ça lui pas tellement, ça lui coûte moins 2. Donc le chiffre est ici, voilà, ça lui coûte, il n'aime pas, c'est une satisfaction négative, c'est moins 2. Et le service moins B, le service B, bah, si il est proposé, s'il doit voter, bah, il votera contre parce que pour X, le service collectif envisagé B lui rapporte moins 2. A l'inverse, par exemple pour le votant Y, le député Y si vous voulez, si le service collectif est A, eh bien lui, alors lui il est très 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 motivé, hein, ça va lui rapporter plus 4. Alors plus 4 en termes de satisfaction personnelle, mais aussi pour son corps électoral, pour ses électeurs qui ont voté pour ce député pour que ce genre de loi puisse passer. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Bah, si on met ces deux services collectifs envisagés, eh bien on voit que aucun des deux ne sera voté. Imaginons que le service A arrive dans l'hémicycle, X ne va pas voter pour A, puisque lui, sa satisfaction est négative, Y va voter pour le service A, et Z ne va pas voter pour le service A, puisqu'il a un service négatif. Donc là, pour le service A, on va avoir 2 voix contre et 1 voix pour. Donc si on respecte la règle démocratique, on voit que le service collectif A envisagé ne sera pas voté et donc il n'aura pas lieu. Donc on pourrait penser a priori que la démocratie va être une sorte de frein justement à l'extension croissante de l'État et de la dépense publique notamment. Et si on regarde le service collectif B envisagé, on voit là encore que X et Y, qui ont tous les deux des intérêts négatifs, ne vont pas voter pour ce service-là. Seul Z, cette fois-ci, va voter pour ce service-là. Et donc, là encore, on devrait voir une sorte de non-vote du service B, puisque là, manifestement, la démographie sert de rempart, en quelque sorte, à l'extension croissante de la dépense publique. Alors ça, c'est la première analyse. Sauf que un autre phénomène se met en place, c'est le phénomène du log rolling. Mais il y a aussi une autre stratégie possible pour ces 3 députés qui vont voter les lois, c'est de s'allier, c'est ce qu'on appelle le log rolling, c'est-à-dire le marchandage politique. Donc là par exemple, on peut imaginer que Y, le député Y, demande au député Z, vote pour moi le projet A. Alors Z a priori n'a aucun intérêt puisque pour lui le projet A lui rapporte moins 3. Mais Y peut lui proposer vote pour moi le projet A, et si tu fais ça, lorsque le projet B va être présenté à l'Assemblée, je voterai le projet B avec toi. Alors là c'est une sorte de marchandage, quel est l'intérêt qu'ils ont l'un et l'autre d'accepter? Eh bien c'est tout simplement que Y, s'il voit le projet A voter, ça lui rapporte 4, et si il vote pour le projet B, qui a priori ne l'intéresse pas, il aura quand même un solde positif. Plus 4 moins 3 égale plus 1. Et pourquoi Z accepterait-il ce marchandage? Eh bien, même chose, pour lui, il va avoir moins 3 si le projet A est voté, mais il aura plus 4 si le projet B est voté. Et l'un dans l'autre, plus 4 moins 3, ça fait plus 1. Donc là, on voit que les deux intérêts Y et Z ont intérêt à coopérer et à voter néanmoins ce que la règle démocratique sans le log rolling aurait rejeté. Et là, finalement, les deux services A et B envisagés, dépenses publiques donc, seront votés. Tout en ne perdant pas de vue le fait que ici, X qui était contre est contre à moins 4. Moins 4 plus 1, ça fait moins 2. Donc logiquement, l'intérêt général, le moins 2 est négatif, aurait dû ne pas passer. Et là, on voit avec ce principe que les deux projets de loi seront ici votés. Donc voilà, c'est ça le log rolling, et donc le principe démocratique ne suffit pas à restreindre. À l'origine, disent ces auteurs, c'est que les parlements ont été votés pour étant des... C'est une invention bourgeoise en quelque sorte, pour freiner justement la dépense publique, pour qu'il y ait un contrôle. Et en réalité, ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, c'est que le principe de la majorité est devenu une source d'augmentation de la dépense publique et donc d'intervention de l'État. Il y a une autre gamme d'arguments qui sont développés, c'était le rôle des minorités actives et le coût de l'information. Donc là, l'idée générale, c'est de dire que finalement, dans une démocratie, c'est pas la majorité qui l'emporte, c'est la minorité active. Alors pourquoi? Pourquoi un groupe d'individus moins nombreux va orienter la dépense publique à la hausse?
Alors dans un système démocratique, l'argument il est le suivant. Face à la loi, il y a deux catégories de citoyens qui coexistent, hein, qui vivent ensemble lorsqu'une loi se met en place. D'une part, il va y avoir les bénéficiaires nets des agriculteurs. Alors par exemple, les bénéficiaires nets de la loi. Alors par exemple, ce sont les agriculteurs bénéficiaires de l'impôt sécheresse, par exemple. Bon. Et face à ça, il va y avoir ceux qui ne retirent aucun bénéfice de la loi, mais qui assureront l'essentiel de son financement. Donc évidemment, ce qui se passe, c'est que là, on a deux groupes sociaux, et naturellement, les bénéficiaires nets, la plupart du temps, sont minoritaires, et en tout cas sont beaucoup plus faibles que ceux qui vont assurer l'essentiel du financement de la loi. Donc, ce qui se passe, c'est que quand ce genre de loi arrive, ceux qui sont les bénéficiaires nets, l'enjeu lié au vote de la loi est pour eux très important. Donc ils sont extrêmement motivés parce que si, dans mon exemple, si l'impôt sécheresse est voté, c'était le cas par exemple en 1976, le gouvernement avait créé un nouvel impôt parce que une grande année de canicule avait pénalisé les agriculteurs, donc on a collecté un impôt supplémentaire qui devra être transféré justement aux agriculteurs. Et donc, alors évidemment, pour cela, la mesure est extrêmement importante, et donc ils sont motivés, donc ils ont intérêt à faire des actions de lobbying, hein. Le lobbying, c'est tout simplement celle qui consiste à aller dans les couloirs du Congrès, hein. Le lobby, ça veut dire un couloir du Congrès américain notamment, et pour modifier le vote des députés en leur faveur, pour orienter l'action de l'État en leur faveur. Donc ils sont très très motivés pour le faire parce que ce sont eux qui vont bénéficier. À l'inverse, ceux qui vont assurer l'essentiel de son financement, alors eux, ça va être un petit peu plus compliqué de se mobiliser. Pour quelle raison? Parce que la motivation de s'opposer à un projet, elle est proportionnelle au coût individuellement supporté. Et là, comme ils sont très 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 nombreux, bah, ils vont pas payer énormément de cet impôt sécheresse. Donc voilà, on va calculer le coût de la mobilisation contre la loi, comparé à ce que l'on va payer réellement. Donc là, on va pas payer beaucoup, et donc on va pas forcément se mobiliser. Et d'autre part, il est plus coûteux quand on est nombreux de s'organiser pour agir et défendre ses intérêts que lorsqu'on est un petit nombre. Donc là, on peut imaginer que si on voulait mobiliser l'ensemble des contribuables qui vont payer un petit peu l'impôt sur l'impôt sécheresse supplémentaire, bah, ça va être un petit peu plus compliqué de mobiliser une somme d'individus aussi grande. Si vous voulez, je vais faire une analogie. Imaginez que vous êtes dans une soirée, vous êtes deux ou trois, et puis vous voulez décider, je sais pas moi, d'aller soit au cinéma, soit au bowling, soit au restaurant. En général, la décision elle est rapide. Imaginons la même situation, vous êtes 15 ou 20, et vous avez tous fait l'expérience selon laquelle l'inertie d'un groupe de 15 ou 20 est beaucoup plus grande que l'inertie d'un groupe de 2 ou 3. Voilà, c'est un peu pareil, le coût de la mobilisation, il va être beaucoup plus grand quand on est très nombreux. Et donc, alors, je fais une petite parenthèse ici, parce que les membres du Public Choice, là, il y a un argument qui est peut-être obsolète. Ce que le mouvement des Gilets jaunes a pu organiser, a pu révéler, c'est que justement, grâce aux réseaux sociaux et grâce aux smartphones et Facebook, eh bien, effectivement, le coût de la mobilisation peut devenir maintenant extrêmement faible, avec ce qu'on appelait jadis les majorités silencieuses, et maintenant elles peuvent s'exprimer peut-être plus facilement. Enfin bon, néanmoins, on se retrouve avec ici un élément qui fait que le pouvoir politique n'est pas plus également réparti que le pouvoir économique, hein. Il y a ici une minorité active qui va avoir tendance en général à agir, à se mobiliser auprès des médias, à avoir des lobbyistes, hein, qui vont être à l'origine, qu'on va récupérer régulièrement, qui vont savoir organiser, qu'on va voir en tête de file des manifestations, et donc rien ne prouve que ce soit la majorité, mais en tout cas cette minorité active peut avoir le pouvoir. Donc les structures actuelles de nos systèmes démocratiques aboutissent à donner plus de pouvoir aux intérêts corporatifs qu'aux intérêts des contribuables. Et donc dans le cours, là ensuite, ce que j'ai mis, c'est une longue citation de Alan Meltzer, qui a été le président de la Société du Mont Pèlerin. La Société du Mont Pèlerin, il faut savoir que c'est entre 2012 et 2014, c'est une société d'intellectuels libéraux qui se réunit. Mon pèlerin, c'est en Suisse. Cette société, elle est en Suisse. Chaque année, ils se réunissent, et donc ce club très sélect et très fermé réunit en général un paquet d'intellectuels, de journalistes et de prix Nobel d'économie de tendance libérale, et ils se réunissent rapidement. Donc là, ici, si je commente
la citation de Alan Meltzer, la diffusion des coûts de l'action publique et la concentration des bénéfices qu'elle distribue forment l'une des raisons principales de l'expansion du rôle de l'État dans nos pays modernes. Donc la diffusion, personne ne sait exactement ce que l'on paye, à des sommes très modestes, mais en même temps, ceux qui vont récolter les fruits de cette collecte sont peu nombreux et fortement mobilisables. Cette concentration des bénéfices et cette diffusion des coûts créent davantage d'incitation à l'accroissement des dépenses de l'État qu'à leur réduction. Donc là, pour Alan Meltzer, c'est une des causes de l'extension de la dépense publique. Personne ne sait exactement ce que l'on paye, mais ceux qui vont en bénéficier savent exactement ce qu'ils retirent de ce genre d'action. Et donc les hommes politiques, qui organisent tout ça, savent qu'ils peuvent gagner plus de voix supplémentaires à un moindre coût en proposant de nouveaux programmes de dépenses qu'en se faisant les avocats d'une réduction des dépenses publiques. Bien sûr, puisque quand on propose une dépense publique, personne ne sait exactement qui va payer, mais par contre les bénéficiaires de la dépense publique, eux, sont parfaitement identifiés. Donc le calcul politique, il est vite fait. L'homme politique a plutôt intérêt à augmenter la dépense publique, et intérêt électoralement, j'entends, à augmenter la dépense publique plutôt qu'à se lancer dans un programme de rigueur. Et ils savent aussi que défendre un programme de réduction des dépenses de l'État leur apportera moins de voix que cela ne leur en coûtera en raison du fait que les gains réalisés par le contribuable électeur moyen seront inférieurs aux coûts ressentis par les bénéficiaires des programmes de dépenses éliminés. Donc là ici on a ici avec cette citation de Meltzer un peu un résumé, donc le déclin des économies libérales, et donc qui pensent que pour eux c'est pas un problème économique, c'est un problème de technologie politique. Une des conséquences, je passe rapidement sur cette petite blague de Friedman, je la laisse ici, vous la lirez dans les slides qui accompagnent le cours. Je trouve ça assez amusant et assez bien vu ici de la part de Friedman. Mais la conclusion de tout cela, c'est que même si Friedman, je reviens en arrière, mais Friedman ne fait pas partie du public choice à proprement dit, il fait partie de l'école de Chicago. Mais enfin, il y a une certaine connivence entre ces deux écoles, entre l'école de Virginie et l'école de Chicago. Et cette connivence, c'est tout simplement une méfiance en général du pouvoir politique qui lui-même peut être défaillant. Et donc la conclusion sur cette école de public choice, c'est une citation dans Les limites de la liberté, un très très bon bouquin de James Buchanan, si vous avez l'occasion de le lire, il a été traduit en français, dans lequel le défi de notre époque n'est pas économique mais d'ordre institutionnel et politique. Il est d'imaginer une nouvelle technologie politique, de nouveaux modes d'expression démocratique qui permettent de domestiquer la montée envahissante d'une caste de bureaucrates privilégiés, des réglementations tatillonnes, etc., qui vont la plupart du temps justifier un contrôle et une augmentation de la dépense publique. Donc voilà, c'est cette idée. Et donc alors peut-être par exemple récemment, ce qu'on a pu voir, je pense en politique, des gens avec lesquels je suis pas forcément d'accord, mais Ségolène Royal, quand elle avait voulu dans son programme politique mettre en place une démocratie participative, bah oui bien sûr, ça peut être une innovation politique, ça peut être également le référendum d'initiative populaire, celle que les Gilets jaunes avaient voulu mettre en place. Lorsqu'il y a un certain nombre de signatures, on passe la question au référendum et on squeeze en quelque sorte le Parlement. Ce sont des exemples qui peuvent montrer qu'il peut y avoir des innovations politiques et qui permettraient peut-être de juguler la dépense publique. Voilà, on a terminé sur les arguments. Depuis 1815, vous avez maintenant un paquet d'arguments pour expliquer pourquoi est-ce que la dépense publique est passée de 7% du PIB estimé en 1815 à presque 57% en 2015. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que ces tutos vous ont plu, et puis j'espère vous revoir bientôt en véritable situation. Merci de votre attention.